La maison de retraite était toujours animée le matin. Le petit déjeuner était servi ponctuellement à 7 heures et la salle à manger se remplissait d'un léger bourdonnement de conversation, du tintement des couverts et d'éclats de rire occasionnels. Au cœur de tout cela se trouvait le vieil homme, apprécié aussi bien des résidents que du personnel. Sa routine était admirée de tous. Chaque matin, sans faute, il cueillerait une fleur du jardin de l'établissement, une seule marguerite ou rose selon la saison, et la porterait à une veuve qui restait tranquillement près de la fenêtre. Elle parlait rarement, sa démence assombrissant la plupart de ses journées, mais son visage s'illuminait quand il plaçait délicatement la fleur dans sa main. Une autre belle fleur pour une belle dame, dirait-il, avec un clin d'œil, sa voix chaleureuse. La veuve souriait, parfois avec des larmes dans les yeux, comme si un souvenir fugace de quelque chose de perdu était revenu. La présence du vieil homme était comme ça, élevant le moral de tous ceux qui l'entouraient. Quand la veuve s'est assise seule à sa table ce matin-là, l'absence d'une fleur a été immédiatement remarquée. « Étrange », marmonna une infirmière en remplissant les tasses de café. « Il n'a jamais manqué un jour. » La veuve fixait l'endroit vide sur sa table où se trouvait habituellement la fleur. Pendant un instant, ses mains tremblaient, comme si elle cherchait à saisir l'insaisissable. Son expression était plus tranchante que d'habitude, ses lèvres remuaient silencieusement. Il est probablement juste en retard, a rassuré un autre membre du personnel, bien qu'une note d'inquiétude persistait dans sa voix. Les minutes s'étirèrent. Le petit déjeuner était passé, mais il n'y avait aucun signe du vieil homme. En milieu de matinée, l'inquiétude s'est muée en action. Une infirmière a choisi de vérifier sa chambre. Elle a frappé 2 fois avant d'ouvrir la porte, son accueil joyeux se heurtant dans sa gorge en entrant. Les rideaux étaient les tyréens plongeant la pièce dans l'ombre. Le vieil homme était assis dans sa chaise près de la fenêtre, dos à elle. Il tremblait, un mouvement faible et saccadé qui se propageait de manière surnaturelle à travers ses épaules. « Est-ce que ça va ?» elle a demandé en se rapprochant. Il n'a pas répondu. Elle a hésité quand elle a vu le sol sous sa chaise. C'était humide, non pas avec de l'eau, mais avec une substance visqueuse et rouge. Elle reprit son souffle en se déplaçant pour lui faire face. Sa bouche était béante, les commissures étirées de façon anormale. Là où ses dents auraient dû être, il y avait seulement du muscle brut, luisant, pulsant faiblement comme s'il était vivant. Sa peau autrefois chaude et bronzée avait pris une teinte cramoisie profonde, presque lumineuse dans la faible lumière. « Appelez une ambulance !» cria-t-elle, sa voix se brisant alors qu'elle reculait. Alors qu'elle cherchait sa radio, le vieil homme se leva soudain, ses mouvements non naturels et erratiques. Ses bras bougèrent comme ceux d'une marionnette, sa tête se pencha brusquement sur un côté, comme si quelque chose d'invisible le tirait. « Monsieur, asseyez-vous, je vous en prie » implora-t-elle d'une voix tremblante de peur. Il ne l'a pas reconnu. Au lieu de cela, il tituba vers la fenêtre, ses doigts appuyant contre le verre avec une force surprenante. L'infirmière a instinctivement tendu la main, effleurant son bras. Sa peau était chaude, presque fébrile, et elle s'est reculée. Avant qu'elle ne puisse réagir, il a bondi vers la fenêtre. Le verre s'est fissuré sans éclater. Encore une fois, il s'est écrasé dessus, les mouvements saccadés de son corps étaient maintenant frénétiques. « À l'aide !» L'infirmière a crié, mais sa voix à peine portée au-dessus du chaos du moment. La fenêtre a cédé au 3e coup, des éclats de verre explosant vers l'extérieur alors que le vieil homme tombait à travers. Il a frappé le jardin en dessous avec un bruit sourd et répugnant, son corps se tordant de façon grotesque lors de l'impact. Le personnel a envahi le jardin, mais trop tard. Le corps de l'homme âgé gisait immobile, sa peau cramoisie contrastant fortement avec l'herbe verte. Le responsable de l'établissement a appelé discrètement les autorités pendant que le personnel évacuait les autres résidents. Des murmures se répandirent parmi le personnel soignant, leur inquiétude se muant rapidement en peur. « Que lui est-il arrivé ?» chuchota l'un d'eux. Une autre secoua la tête, l'air sombre. « Ce n'est pas seulement lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose d'inhumain. » Ce soir-là, l'infirmière qui l'avait trouvé a fini son service, confuse. L'image de sa peau écarlate et de ses mouvements saccadés se rejouait encore et encore dans son esprit, la hantant même lorsqu'elle franchissait la porte d'entrée de sa maison. La mère célibataire a accueilli ses 3 enfants. Elle força un sourire, les serra fort dans ses bras et suivit la routine habituelle. Préparer le dîner, superviser les devoirs et les mettre au lit.
Pourtant, même lorsqu'elle teuqua le plus jeune sous sa courte pointe et embrassa son front, ses pensées se attardaient sur le corps contorsionné du vieil homme et la façon dont sa peau semblait scintiller de manière surnaturelle dans la faible lumière. Quand le silence s'est installé dans la maison, son épuisement l'a rattrapée. Se dirigeant vers la salle de bain pour un moment de calme, elle a atteint sa brosse à dents, espérant que la routine la calmerait ses nerfs. Mais en se brossant les dents, quelque chose tomba. Une douleur sourde dans sa bouche s'intensifiait à chaque mouvement. En retirant la brosse à dents de sa bouche, elle remarqua des traces de sang sur les poils. Elle se pencha plus près du miroir, son front se fronçant alors qu'elle examinait ses dents. Au début, elle semblait intacte, mais quelque chose n'allait pas. Les bords de ses dents semblaient plus doux, presque malléables. Elle a pressé un doigt contre l'une d'elles et l'a senti céder, comme un muscle brut. Une douleur aiguë traversa sa mâchoire et elle sursauta, sa main volant vers sa bouche. Son reflet la fixait, ses lèvres tremblantes, son souffle saccadé. Lorsqu'elle ouvrit sa bouche pour crier, aucun son ne sortit. Une vague de panique la submergea. Juste à ce moment, son plus jeune enfant errait dans la salle de bain, tirant sur sa robe. « Maman, j'ai mal à la bouche !» se plaignait-il, sa petite voix emplie d'inconfort. Malgré l'intensification de sa peur, elle réussit à afficher un air calme. Elle s'accroupit, pressant ses mains tremblantes contre ses joues pendant qu'elle examinait sa bouche. « Ramenons-toi au lit » murmura-t-elle, ses mots étouffés et brouillés. La distorsion causée par sa bouche altérée rendait son discours presque méconnaissable. Il la fixait, la confusion dessinée sur son front, mais il la laissa le ramener dans sa chambre. Elle le borda dans son lit, lissant ses cheveux tout en lui murmurant une promesse de l'emmener chez le dentiste le lendemain, pour tous les deux. De retour dans son propre lit, la peau de l'infirmière commençait à se sentir anormalement chaude. Ses articulations se raidirent, résistant au moindre mouvement. Une vive douleur irradiait sa mâchoire et se propageait par vagues. Elle chuchota dans l'obscurité suffocante, son souffle saccadé. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» La question flottait dans l'air quand la porte de sa chambre a grincé en s'ouvrant. Sa seconde plus âgée, une petite fille, a éclaté dans la pièce, sa voix montant haut avec la peur. « Maman, j'ai un problème avec mes dents ?» L'infirmière s'est redressée, ses mouvements lents et saccadés, comme si son corps luttait contre chacun de ses ordres. Sa fille se tenait dans l'embrasure, serrant son ours en peluche, tremblant. « Viens ici », dit l'infirmière ou tenta de le faire. Les mots sont sortis déformés, presque inaudibles de sa bouche en mutation. La petite fille a hésité, ses grands yeux vacillant vers le visage de sa mère. « Maman, t'as l'air bizarre !» La panique a envahi l'infirmière. Elle a tendu la main, mais son bras a spasmodiquement sans contrôle. « C'est bon, chérie. » Elle a réussi à croasser, même si elle n'y croyait pas elle-même. La filleule y avança en traînant les pieds, réticente mais cherchant du réconfort. Quand elle est née de monter sur le lit, l'infirmière a doucement soutenu son menton, inclinant son visage vers le dos. La vue a envoyé de la glace dans ses veines. Les gencives de sa fille l'étaient en dégonflées. Les dents autrefois blanches en dessous se ramollissaient visiblement, prenant une teinte rougeâtre. La fillette gémissait alors que l'infirmière appuyait un pouce tremblant sur ses molaires, qui cédaient avec une souplesse non naturelle. « Ça fait mal » murmura l'enfant, sa voix tremblante. L'infirmière avale difficilement, repoussant le désespoir grandissant. « Nous aurons de l'aide » dit-elle d'une voix déformée et pâteuse. La fille acquiesça, confiante malgré sa peur. L'infirmière l'a étreint de près, caressant ses cheveux tandis que des larmes coulèrent sur son visage, se mélangeant avec les gouttes de sueur qui se formaient sur sa peau, qui rougissait maintenant. Un bruit dans le couloir l'a fait sursauter. Elle se crispa, écoutant attentivement en retenant son souffle. Un autre bruit a suivi, plus fort cette fois, accompagné du bruit inconfondable de pieds qui traînent. « Reste ici », dit-elle d'une voix rauque en guidant sa fille sous les couvertures. « Reste immobile, quoi que tu entendes. » La fille serra fort son ours, ses yeux grands ouverts débordant de larmes, mais elle acquiesça. L'infirmière se tenait debout, ses jambes raides et réticentes à lui obéir. Chaque pas vers la porte était une lutte contre son propre corps, ses muscles se contractant de manière inhabituelle. Dans le couloir, les ombres semblaient plus sombres, l'air plus lourd. La voix affaiblie de son Benjamin provenait de sa chambre. « Maman ?» Il a appelé, son ton teinté de confusion et de peur. Son cœur battait alors qu'elle se tournait vers sa porte, sa main tremblante atteignant le bouton. « Maman, ma bouche !»
Ces mots ont été coupés par un son aigu et humide, suivi par le silence. Elle se figea, le souffle coupé. Lentement, la porte a grincé s'ouvrant et son fils est entré dans le couloir. Il était cramoisi, son petit corps saccadé et tremblotant, sa tête se penchait de manière anormale pendant qu'il la regardait de ses yeux vides. Ses genoux ont fléchi lorsqu'elle a trébuché en arrière, réalisant la réalité de ce dont elle était témoin. « Non », elle murmura, sa voix se brisant. Le garçon fit un autre pas en avant, ses mouvements raides et mécaniques. Derrière lui, d'autres bruits de frottement émergeaient de l'obscurité de la pièce. L'infirmière recula en titubant dans sa chambre, claquant la porte et s'y adossant. Les sanglots effrayés de sa fille provenaient de sous les couvertures, étouffés mais déchirants. Elle glissa au sol, son corps convulsait alors que les changements la submergeaient complètement. Sa peau brûlait alors qu'elle devenait d'un cramoisi éclatant et sa mâchoire se bloqua, étouffant le cri qui montait dans sa poitrine. Lorsque les premiers rayons de l'aube se sont infiltrés à travers les stores, la maison était silencieuse. Le lendemain matin, la maison de retraite était inhabituellement calme. La routine habituelle, les bruits des plateaux du petit déjeuner et des déambulateurs, ainsi que le murmure des conversations, étaient atténués. Les événements de la veille pesaient lourd dans l'air, l'absence du vieil homme étant désormais un poids non dit partagé par tous. Le personnel se déplaçait prudemment, évitant de se regarder. La veuve, habituellement assise près de la fenêtre avec sa fleur, n'était pas là. « Je vais vérifier sa chambre », chuchota une infirmière en hochant la tête vers la fenêtre. « Fais-le vite », répondit-on. « Quelque chose ne va pas aujourd'hui. » L'infirmière s'est retournée et est partie dans le couloir. Mais elle n'est pas allée loin. À mi-chemin de la chambre de la veuve, elle se figea. Un faible bruit de grattement contre une surface dure attira son attention. C'était rythmique et délibéré, comme des ongles doucement glissés sur des carreaux. « Bonjour ?» Elle a crié, sa voix vacillante alors qu'elle tournait le coin. Le couloir s'étendait, bordé de pièces. Au début, rien ne semblait déplacé, mais puis elle a remarqué la porte de la chambre du vieil homme. Elle était entr'ouverte, bien qu'elle ait été verrouillée la veille. Elle s'approcha, son pouce accélérant. Le bruit de grattage se faisait plus fort, entrecoupé de faibles coups saccadés. En poussant la porte, elle a eu un hoquet. La veuve se tenait au milieu de la pièce. Sa peau, autrefois pâle et papier, avait viré à un cramoisi profond. Ses doigts se contractèrent de manière erratique, griffant le bureau comme si elle cherchait quelque chose d'invisible. La dernière fleur qu'elle avait reçue était serrée fort dans sa main, ses pétales écrasés et saignant une sève rouge sur le sol. « Madame, allez-vous bien ?» demanda l'infirmière, faisant un pas prudent en avant. La veuve se retourna avec des gestes peu naturels. Ses lèvres s'écartèrent, révélant une vue horrifiante. Ses dents s'étaient complètement dissoutes, remplacées par un muscle rouge pulsatoire. L'infirmière recula lorsque la veuve fit un pas chancelant vers elle, ses bras tremblants comme si on les tirait avec des ficelles invisibles. L'infirmière s'est enfuie en criant à l'aide. Le personnel s'est précipité sur place, mais le chaos a vite suivi. Les mouvements saccadés de la veuve sont devenus frénétiques, alors que de plus en plus de résidents sortèrent de leur chambre, certains attirés par le bruit, d'autres affichant la même transformation cramoisie. En quelques minutes, l'endroit était en total chaos. Les infirmières et les aides couraient de chambre en chambre, tentant vainement de retenir les résidents. Ils étaient dépassés par la force surnaturelle des résidents. Un préposé a été projeté contre le mur, son bras pendant sans vie, alors que les résidents à la peau cramoisie détournèrent leur attention. Verrouiller les portes, quelqu'un a crié. Mettez tous ceux qui sont normaux en sécurité. Les résidents indemnes de la maison de retraite se sont rassemblés dans la salle à manger, les yeux écarquillés de peur, tandis que le personnel s'efforçait de sécuriser les lieux. Dehors, les individus transformés restaient sans pitié. Ils frappèrent sur les portes verrouillées, leurs poings laissant des traces de sang et de salive sur le verre. Le bruit résonnait dans les couloirs, une symphonie grotesque de désespoir et de fureur. Mais loin du chaos de l'établissement, dans le calme de sa petite maison, l'infirmière, qui avait découvert le corps du vieil homme la veille, affrontait son cauchemar personnel. Dans la salle de bain, elle s'agrippait à l'évier, les jointures blanches, en se regardant dans le miroir fendu.
Ses gencives pulsèrent d'une douleur sourde et incessante, et ses dents, autrefois solides et familières, se sentaient dès maintenant étrangères, douces et malléables sous sa langue. Elle mordit légèrement, seulement pour sentir ses dents se comprimer comme un fruit trop mûr. La panique monta quand elle ouvrit la bouche peu s'approchant du miroir. Elle retint son cri, le souffle coupé, mais resta silencieuse. Sa mâchoire se contracta violemment, sa tête se renversa involontairement alors qu'un bruit de broyage surnaturel remplissait ses oreilles. C'était mécanique et rythmé, comme une machine rugissant à la vie au plus profond de son crâne. Depuis le salon, les voix de ses enfants appelaient d'eau faiblement, leurs mots se fondant dans la cacophonie dans sa tête. Elle a trébuché hors de la salle de bain, ses mouvements erratiques et saccadés, comme si son corps ne lui obéissait plus entièrement. En entrant dans le salon, elle s'est figée. Son plus jeune fils tenait son visage, des larmes coulèrent sur ses joues. Maman, il a gémi, sa voix étouffée. Ses gencives étaient gonflées, ses dents se ramollissant visiblement dans la texture inconfondable du muscle. Sa fille aînée était accroupie dans le coin, sa peau déjà d'un écarlate vif. Elle se balançait, se serrant les genoux, sa mâchoire tremblant incontrôlablement et sa tête se tordant à des angles surnaturels. L'enfant du milieu se tenait raide, ses bras se crispant dans des mouvements saccadés de marionnette. Le corps de l'infirmière spasmodique violemment, ses muscles se contractant et se relâchant selon des motifs imprévisibles. Elle essaya de parler, d'appeler ses enfants, mais tout ce qui sortait était un son étranglé et guttural. Son plus jeune tendit la main vers elle, ses petits doigts, tachés de carmin, tremblèrent. Sa fille tourna brusquement, son corps se contorsionnant de façon surnaturelle en se dirigeant vers la porte. Un par un, les enfants commencèrent à avancer lentement, leurs pas saccadés reflétant ceux de l'infirmière. Répondant à un signal invisible, la famille bougea comme une seule entité, trébuchante en sortant dans l'air frais. La rue, au-delà, était étrangement silencieuse mais pas vide. D'autres figures émergèrent des maisons voisines, leurs mouvements identiques, rigides, erratiques et étrangement synchronisés. Hommes, femmes et enfants de tous âges se déplaçaient de façon saccadée, tels des marionnettes, leur peau cramoisie luisant sous le soleil matinal. Ils étaient tous infectés par l'anomalie qui allait être connue sous le nom de SCP-6093. Les personnes infectées, connues sous le nom de SCP-6093-1, se déplaçaient avec détermination, leur démarche saccadée les propulsant vers la périphérie de la ville. Ils semblaient être attirés vers la même destination, comme s'ils étaient attirés par une force invisible. Ils se rassemblèrent sur l'autoroute, rejoignant d'autres qui avaient aussi subi la transformation. Ensemble, ils marchèrent vers l'horizon, une procession silencieuse et grotesque qui grandissait à chaque mile. Au moment où la foule a atteint le désert de Chihuahua, elle se comptait en milliers. Ils avançaient comme un seul homme, leur corps tremblant au même rythme effrayant. Puis les premiers groupes ont commencé à se former. Hommes, femmes et enfants, tous serrés ensemble dans une harmonie grotesque. Leur peau écarlate brillait sous le soleil de plomb, alors que leur corps se contorsionnait, se fusionnant avec ceux autour d'eux. À la nuit tombée, le premier monolithe était apparu. Rectangulaire et palpitant de sa propre vie, la structure, désignée SCP-6000-93-2, se dressait comme un sombre témoignage de l'étendue de l'anomalie. Des structures similaires ont commencé à apparaître dans le désert de Thar en Inde et le désert de Kalahari au Botswana, chacune plus grande et plus imposante que la précédente. Le bourdonnement de ces monolithes était bas et résonnant, envoyant des ondes à travers l'air et le sol. Alors que les équipes de reconnaissance de la Fondation se rapprochaient, les structures ont commencé à émettre une série de sons, déformés, rythmés et presque enfantins. Les analystes ont rapidement identifié les bruits comme une forme rudimentaire de communication. Traduit par le département des linguistiques extradimensionnelles, le message était simple mais glaçant. « Maman, ma bouche fait mal ». Dans les centres de commandement mondiaux de la Fondation, la situation devenait intenable. Les monolithes étaient là plus que de simples anomalies stationnaires. Ils semblaient posséder une intention. Ils ne forment pas que des structures, marmonne un chercheur principal lors d'un briefing d'urgence. Ils envoient un message, c'est un appel à l'aide. La pièce est devenue silencieuse, les implications lourdes. Les personnes touchées n'étaient pas que de simples victimes d'une anomalie. Ils appartenaient à quelque chose de bien plus vaste et vivant. Que faisons-nous avec ça ? Un agent a demandé avec amertume. Leur proposer une thérapie ? La réponse du directeur était sinistre.
Nous les brûlons, a-t-il affirmé fermement. Des équipes d'intervention ont été déployées dans les déserts avec des ordres stricts. Contenir et détruire. Les unités de flammes étaient prêtes à réduire en cendres les monolithes, malgré leurs étranges sons de supplication. Le premier monolithe dans le désert de Chihuahua s'est effondré sous la chaleur extrême des incinérateurs. Le matériau pulsant, semblable à de la chair, a brûlé rapidement, libérant une fumée âcre qui a rempli l'air, épaisse et suffocante. « Mon Dieu, cette odeur !» murmura un observateur en resserrant son écharpe sur son visage. Un autre, muni d'un scanner portable, observait avec attention la structure se tordre dans ses derniers instants. « Elle réagit à la chaleur comme si elle était vivante », chuchota-t-elle, sa voix presque inaudible sous le rugissement des flammes. Alors que les flammes léchaient de plus en plus haut, les instances environnantes de SCP-6093 commencèrent à convulser violemment. Leurs corps cramoisis spasmodés comme s'ils étaient frappés par une force invisible, s'effondrant un à un dans le sable. Sont-ils en train de mourir ? Quelqu'un a demandé, un agent plus jeune dont la voix tremblante trahissait son malaise. Non, répondit sombrement le scientifique principal, regardant une instance de SCP-6093 qui agitait sa tête de manière anormale avant de s'effondrer. Ils sont connectés. Le monolithe est leur noyau. Détruisez-le et ils disparaîtront. Un agent chevronné s'est avancé, le regard fixé sur le monolithe en flammes. Si c'est vrai, pourquoi avons-nous l'impression d'être épiés ? Un silence est tombé sur le groupe alors qu'ils tournaient leurs yeux vers les instances restantes du SCP-6093, encore debout au loin, marge du champ. Bien qu'ils ne se soient pas encore effondrés, leurs têtes se sont tournées vers les observateurs à l'unisson, leurs regards vides, fixes et inquiétants. « Continuez à brûler », a dit sèchement le scientifique en chef, brisant le silence. « Nous ne pouvons pas nous relâcher maintenant, finissez-le. » Des opérations similaires se déroulaient dans les déserts du Tar et du Kalahari. Les monolithes résistaient, leurs formes ondulantes pulsant avec une vigueur renouvelée, comme s'ils se battaient contre leur propre destruction. Mais la puissance de feu de la fondation s'est avérée écrasante et les structures grotesques ont finalement été réduites à des ruines fumantes. L'air était lourd de cendres et l'odeur de chair carbonisée, mais la menace de SCP-6093-2 avait été temporairement neutralisée. Malgré la destruction réussie des monolithes, l'anomalie persistait. De nouveaux cas de SCP-6093 apparaissaient chaque jour, dépassant de loin la capacité de la Fondation à répondre. Le mode de transmission de la condition demeurait inconnu. Ni le contact direct ni les facteurs environnementaux ne semblaient expliquer sa propagation rapide. Des épidémies incontrôlables ont éclaté dans les villes du monde entier, défiant le confinement. Des quartiers entiers ont changé brusquement quand des personnes atteintes se sont rassemblées en cortège silencieux, attirées vers des lieux inconnus. La marée cramoisie est devenue inarrêtable. Au milieu du chaos, la Fondation a initialement déclaré la zone de confinement biologique 07 comme un établissement pour transférer toutes les instances découvertes de SCP-6093. Mais il est vite devenu un symbole sinistre de l'escalade de l'anomalie. Chargé d'héberger et d'étudier les instances de SCP-6093, le site a signalé une violation lors d'une tentative de déconstruction expérimentale de l'un des affligés. En quelques heures, le personnel a commencé à avoir des symptômes. Les dents se sont dissoutes dans les tissus musculaires et leur peau est devenue écarlate alors qu'ils succombaient à la transformation. Le personnel infecté s'est rassemblé dans la cour centrale du site, leurs corps se pressant ensemble dans une danse synchronisée répugnante. À l'aube, un nouveau monolithe se dressait là où le site de confinement avait autrefois été. Ses pulsations visibles à des kilomètres à la ronde, la Fondation a officiellement déclaré la zone de confinement biologique 07 perdue et SCP-6093 a été désignée comme une classe de confinement. Skodos, les monolithes ont continué à émerger, leur bourdonnement pulsatoire a perturbé l'équipement sismique des communications, leur résonance se propageant davantage chaque jour. L'intention du monolithe restait un mystère, mais la Fondation savait une vérité. Il perdait... Dans les derniers jours de l'année, l'impact de l'anomalie était indéniable. L'anomalie s'était propagée sur tous les continents, avec des zones de quarantaine qui échouaient aussi rapidement qu'elles étaient établies dans un village éloigné. Un jeune garçon regardait par sa fenêtre alors que sa mère rejoignait les masses à la peau cramoisie qui défilaient sur la route de terre, sa petite main appuyée contre la vitre, et sa voix tremblait. « Maman, ne pars pas » murmura-t-il, mais les figures ont continué à marcher.
Les hôpitaux du monde entier ont signalé une augmentation considérable des admissions pour des problèmes liés à la bouche, les premiers signes d'infection devenant horrifiquement routiniers. La Fondation s'est efforcée d'intercepter les cas avant qu'ils ne progressent, déployant des systèmes AIC avancés pour surveiller les symptômes. Les individus identifiés comme infectés étaient transportés en secret vers les hôpitaux de la Fondation où les tissus et les os infectés étaient chirurgicalement retirés, incinérés et les patients renvoyés dans la société avec des histoires fictives de cancer buccal. Mais avec l'augmentation du nombre de cas, il est devenu clair que la quarantaine ne suffisait plus. Les procédures spéciales de confinement révisées reflétèrent le désespoir des efforts de la Fondation. Tous les individus qui ont subi une chirurgie pour une infection par SCP-6000-9213 doivent être localisés et éliminés, les restes incinérés. Le personnel de la Fondation est tenu de subir des examens oraux quotidiens. Ceux qui sont infectés doivent être immédiatement euthanasiés, leur corps détruit pour éviter une propagation supplémentaire. Chaque instance de SCP-6000-93-1 doit être incinérée dès sa découverte, qu'elle soit contenue ou non contenue. Par-dessus tout, la formation de monolithes SCP-6000-93-2 doit être évitée à tout prix. Suite à l'incident 6000-93-034, la Fondation a confirmé que le nombre de cas SCP-6000-93 a augmenté à plus de 2,5 millions. Les prévisions actuelles dressent un tableau encore plus sombre, plus de 10 millions de cas d'ici le début de l'année prochaine. L'anomalie ne ralentit pas, elle s'accélère.